Salut à tous, bienvenue dans Ciné Série et compagnie pour un nouvel épisode toujours aussi riche de ses contrastes. Jeunes stars au firmament ou artistes pleins d'expérience, ils sont tous là et comptent bien nous faire rêver envers et contre tout. Parmi eux, Jennifer Lawrence, nous l'avons rencontrée pour parler de la fin de l'aventure Hunger Games, la saga qui l'a rendue si célèbre. Le réalisateur de La Discrète ou encore des Saveurs du Palais, le talentueux Christian Vincent, nous offre une leçon de mise en scène autour de son dernier long métrage, L'Hermine, absolument magnifique. Et que d'émotions face à l'immense Pierre Bellemare qui partage avec nous son amour du cinéma français et des séries anglaises. Mais tout de suite, je vous propose d'entrer dans la tête d'un grand comédien, John Turturro, qui justement incarne devant la caméra de Nanni Moretti un drôle d'animal, un acteur. Il raconte qu'avec sa gueule, on lui a vite fait comprendre qu'il ne jouerait jamais les héros. Ça tombe bien, John Turturro transcende les personnages tourmentés, les dingues, les inadaptés. D'ailleurs, les frères Coen, Spike Lee ou encore Robert Redford ne s'y sont pas trompés. Alors quand Nanni Moretti lui offre dans Mia Madre le rôle d'un acteur insupportable qui rend la vie dure à une réalisatrice dont la vie personnelle s'écroule, l'occasion est trop belle d'interroger John Turturro sur son drôle de métier. 81-23esima. Azione. John, I was wondering why it was attractive for you to work with Nanni Moretti. He's a terrific director, period. And I liked the part, and then we met and we discussed making it, adding some things to it. And I didn't know how out there he wanted it until I worked with him, and then he really kept pushing me to go further and further. And I learned the role completely in Italian, and then he said, no, it's too good now, he has to be not as good. And so it was very challenging, but very stimulating. Azione. Chi era quella ragazza? Ma dice la ragazza. Dice la ragazza. Non ho capito chi è che ti ha insegnato la ragazza. La ragazza, Barry, la ragazza. E adesso glielo dici? Chi era quella ragazza? Del sindacato? No, non credo. Un imprenditore italiano? Cosa dice, imprenditore? Your character is narcissistic, Yes. monomaniac. He dreams that other actors want to kill him. Yeah. So, how were you inspired? I don't think I'm that kind of actor. I've had fights with directors and things, but I've seen really extreme behavior. I've seen people show up not prepared, not be a team player, take over the set, drive the costume person crazy, you know. So I've seen, and Nanni wrote it without, you know, he wrote it based on his experiences, you know. So it's something that he understands. So I was like, oh God, you know. Stanley was crazy about me. Non hai mai lavorato con Stanley Kubrick? Non hai mai lavorato con Stanley Kubrick, pare sei ridicolo, perché sei un coglione! And what is the worst part of you as an actor? The worst part of me? The crazy part, maybe? No, I'm not. I'm crazy more in my work. You know, I mean, I've played quiet roles, and I've played, you know, really, you could say out there parts. I've played all kinds of parts. I would say now that if I'm mistreated, if I get, you know, angry or something about it for a reason, I wouldn't want to be the other person sometimes. I can't say I'm gonna fucking crash over here. No, non credo. No, non credo. I can't see a fucking thing. I can't see a fucking thing. No, non credo. Yeah, I don't credo. There's fucking people. No, non credo. I can't stop! Stop the fucking non-crit! Stop! I've learned to become friends with the crew from directing and from acting in movies, and I think that really, I find a lot of enjoyment, not just the other actors, with the crew. At first, they were like the other people. Because I was from the theater, I was like, what are they doing, you know, with these cameras and stuff, and then you realize, okay, we're all together, it's like a dance. You know, you're walking and the other guy's moving, and so you have to enjoy that. It's about a director who tries to
to make her film while she has to deal with her mother being sick, her daughter being away, and we all have to deal both with work and life. That's right. And as an actor or a director, how do you cope with real life when you're working? Well, do you try to forget everything? No. I try to, when I used to work, and travel a lot, it was before cell phones. So I would always talk to my older son or write him like stories sometimes while I was on a set with drawings. And it was, it's hard to maintain even one thing. So that's why people get divorced all the time, and they go, because you're living a different life. I actually have to say, I actually never said this, actually, but I've always feared something really bad happening, while I'm far away working. And it happened to me. And it was really, it affected me for years afterwards. It was one of the hardest things I've ever gone through in my life. And because I wasn't, not that you could really do anything. Yeah, but the fact to be there. But to be there. Yeah. And to talk about maybe lighter things, when you arrive on the set, it can be a good day, it can be a bad day, because you're in a bad mood, even if nothing serious happens. That can happen, yes. And so how do you do? Do you have to I usually be try to professional, exercise. or do you use these emotions maybe to feel? Sometimes, but say you didn't sleep well, and there's a lot of pressure, and sometimes people are not sensitive to what you're trying to do while you're waiting, while they're lighting, and so sometimes people I've gotten, upset, sometimes say, hey, you have to give me a chance to do my work too. Also, if you do an emotional scene over and over and over again, it can affect your nervous system. Even a funny scene, if you do it over and over and over again, you're doing something not once, you're doing it many, many, many times. And so you can get into this other world where you're a little bit, I'm usually conscious of what's going on. I can step outside, I do know that I'm in a movie. The definition of acting according to your character is that it's fake, like my own life. That's what he said. Well, sometimes I think when you do things that you can feel that way. And then at other times you say, no, I'm telling a story that's gonna, it's gonna help people feel less alone, make them laugh, take them away from their own problems in life, which is important too, but yes, at its worst, it can feel like you say, what the hell am I doing? Then it becomes a job, and then it can become really fake. So I try to keep the amateur alive in me. Pour garder foi en son métier, John Turturro avoue avoir besoin de se ressourcer au théâtre et derrière la caméra. Avec un projet un peu fou, mais la solution idéale pour ne pas subir des caprices d'acteurs, réaliser un film où il ne dirigera que des réalisateurs. Chère Jennifer Lawrence, ces derniers temps, vous ne vivez que pour le rôle de votre jumelle de cœur, Katniss Everdeen. La semaine dernière, vous embrasiez le plus grand cinéma d'Europe pour l'avant-première de Hunger Games, La Révolte, dernier épisode. Je me souviens encore des 155 millions de dollars engrangés en un week-end aux États-Unis par le premier épisode en 2012. Vous aviez à peine 22 ans et aucune idée de ce que cette histoire allait devenir. Mais vous n'avez jamais failli dans le rôle de Katniss, une adolescente qui va devenir l'idole d'un peuple en se battant pour sa liberté et celle des autres à tout prix. Nothing good is safe while Snow's alive. And I can't make another speech about it. Snow has to pay for what he's done. Vous êtes splendide au milieu de l'hystérie, une véritable déesse grecque, un drapé parfait pour illustrer la Thésée au féminin que vous incarnez dans la saga. Quelque temps auparavant, entre autres tournées mondiales pour présenter ce dernier volet, vous avez inauguré l'exposition Hunger Games à New York avec votre copain Josh. Et puis cet été, vous étiez sur le Comic-Con de San Diego. En fait, cette aventure a rythmé votre vie tout au long de l'année. The Mockingjay herself, Katniss Everdeen, Jennifer Lawrence! Thank you.
Les gens étaient très contents. Certains continuaient même à applaudir quand tout le monde avait fini, et les fans se sont délectés de votre présence, même si quelque part vous étiez quand même en train de leur dire au revoir. The changes that happened in my life from doing these movies are so permanent and still with me that I don't think that I'll ever really kind of say goodbye to it. It feels like a part of me. Paris, New York, San Diego, l'aboutissement de 5 ans de travail pour une aventure épique, inspirée de la trilogie de Suzanne Collins, vendue à plus de 30 millions d'exemplaires. Oh my dear Miss Everdeen, make no mistake, the game isn't over. Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games. Cette Katniss Everdeen, vous l'avez dans la peau. Vous avez même grandi avec elle. Comme vous, elle vient de la campagne et comme vous, elle a dû se battre pour survivre dans un milieu qui n'était pas le sien. Quand vous appreniez votre métier parmi les loups de Hollywood, elle s'apprêtait à descendre dans l'arène. Mais Katniss Lawrence ou Jennifer Everdeen, ce sont les autres qui en parlent le mieux. She has a soul beyond her years and a gravity and a sense of human behavior and emotion that, you know, most 25-year-olds do not. So she's pretty incredible to watch. And she also has just a really wonderfully magnetic presence on screen. She's eminently watchable and it's just a perfect, really perfect person to play this part. Well, she's one of the biggest stars in the world now. I'm not sure how much further she can go. Et ben voilà, les gens du métier sont dingues de vous et depuis quelque temps, on ne compte plus les petites filles qui se font baptiser Katniss par leurs parents. Les hommages pleuvent. C'est beau, non? I have no thought or comment on that. I can't honestly say how I feel about that one way or the other. Bah oui, ça intimide. Mais c'est vrai que cette Katniss, ce n'est pas juste une rebelle de plus. Katniss, c'est l'héroïne que tout le monde attend. Katniss, c'est celle qui nous parle. Katniss, c'est pas rien. Yeah, well, I think this is an important movie for young minds. Hopefully, it will open them up to see the importance of being politically aware, being environmentally aware, and getting a voice. You're to be the on-screen faces of the invasion, the Star Squad. It's been decided that you're most effective when seen by the masses. So we're not gonna fight. You do whatever you're ordered to do, soldier. It's not your job to ask questions. Yes, sir. I think that cinema can change people's views on things, open up their minds. These movies are very steadfast in the message of the consequences of war, but also the how desensitized we all become with each other on a humanistic level. So I think that I have finished my sentence once and for all. Ça c'est sûr, vous finissez vos phrases avec aplomb depuis que vous sauvez le monde et ça fait sourire quand on se rappelle de votre passage en France en 2011 pour votre premier rôle dans l'excellent Winter's Bone. Car en filigrane et sans le savoir, ce jour-là, vous parliez déjà du rôle de Katniss. Scripts have always, it's kind of cheesy to say it like this, but they kind of feel like soulmates. La fameuse âme sœur, vous l'avez trouvée peu de temps après. Mais il va falloir passer à autre chose maintenant, Jennifer. Couper les tresses et ranger l'arc au placard et endosser un autre rôle qui nous fasse rêver. On compte sur vous. Chaque semaine dans l'Extra Interview, une personnalité se raconte à travers ses préférences cinéma et séries. Aujourd'hui, l'une des plus célèbres voix de France, Pierre Bellemare. Producteur et animateur de jeux télé, conteur radiophonique et cathodique, l'homme aux bretelles nous enchante depuis des décennies avec ses dossiers extraordinaires, faisant du moindre fait divers un récit passionnant au suspense insoutenable. En voici d'ailleurs des nouveaux. Et vous, cher Pierre Bellemare, à quelles histoires aimez-vous croire ? Pierre Bellemare, aujourd'hui, c'est le conteur que je rencontre. Et je voulais savoir comment vous vous étiez rendu compte que vous étiez un excellent conteur. Ben, moi, tout seul, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est un accident. C'est un accident. Nous étions tout au début de la radio après la guerre, qui reprenait donc son cours. Et avec Jacques-Antoine, on avait envie de faire une émission de récit. Et on avait une idée très précise sur le sujet. C'est-à-dire que à l'époque, on faisait de la mise en onde.
C'est-à-dire, vous racontiez une histoire, je vais faire quelques bruitages. Il entra dans la pièce. Plaque, bruit de la porte. Bon. Il fit quelques pas. Bon. Et c'est tout le temps comme ça. Et alors, les scènes étaient rompues par des musiques. Et enfin, il sortit en larmes. Bon, et tout était comme ça. Bon. Et avec Jacques, on décide de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de faire des récits simples, où je raconte des histoires, et c'est tout. Il n'y a pas une musique, il n'y a rien, je raconte des histoires. Dépouillement total. Et nous avons donc commencé le dimanche soir à 20h30, qui était évidemment à l'époque la grande écoute de la radio, puisqu'il n'y avait pas la télévision, quasiment pas. Et donc, voilà, on a formidablement marché. Alors, vous nous racontez très bien des histoires, mais j'imagine que vous aimez qu'on vous en raconte, et je me demandais quel était le rapport que vous entreteniez avec le cinéma. Est-ce que vous allez beaucoup au cinéma? Oui, enfin, j'ai été beaucoup au cinéma, beaucoup plus que maintenant, parce que pour ne rien vous cacher, j'ai choisi d'habiter très très loin de Paris, puisque j'habite en Périgord, donc il y a un endroit très isolé, puisqu'on est 11 habitants au kilomètre carré, donc on voit peu de monde dans la journée. Et donc, je me suis fait une collection de films anciens, parce que j'adore les films en noir et blanc d'avant-guerre, il y en a eu des quantités magnifiques. Alors, il y a les pires comme les meilleurs, il y a tout là-dedans, bon. Mais c'est amusant, même de voir un navet d'avant-guerre, c'est amusant, parce qu'il y a certains moments donc, quand même relativement émouvants. Bon. Et quand on a vécu gamin, moi j'ai 10 ans avant la guerre, on retrouve des souvenirs grâce à ça. Donc j'ai par exemple Serge Reggiani, les tout premiers films de Serge Reggiani, où il fait des jeunes voyous, hein, orphelins, des rôles, bon, c'est drôle. Voilà, alors j'ai grand goût pour ça, alors j'en ai des centaines de films comme ça. Vous vous souvenez du premier film que vous avez vu? Et de ce que vous avez ressenti? Alors, je vais vous dire le premier film que j'ai vu en couleur. Parce que les autres m'ont pas... J'ai vu tout de suite des films, bon. Mais le premier film en couleur que j'ai vu, c'était en pleine guerre. C'était un film allemand. C'était La Ville dorée. Ah. La Ville dorée, qui est un film, pardonnez-moi, je vais être grossier, assez emmerdant. Mais c'était le premier film en couleur. On avait loupé, si vous voulez, le film américain... Parce qu'il était sorti, on était déjà en guerre, tout ça n'était plus possible. Mais si vous voulez, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand même le cinéma français, parce que pendant la guerre, le cinéma français fait des chefs-d'œuvre, comme par exemple Les Visiteurs du Soir. Il faut se reconnaître que cette période où on a fui dans des histoires qui, évidemment, n'avaient aucun rapport avec l'actualité, avec tout ça, parce qu'on ne nous aura pas laissé tourner, on a fait des très belles choses. Mais vous qui êtes quand même un as du récit, à quoi est-ce que vous êtes sensible quand vous regardez un film? J'imagine que vous devez être assez sensible au film à suspense. Alors qu'est-ce qui fait un bon film à suspense? Clouzot a fait des merveilleux films policiers. Bon, je les ai bien sûr tous vus. Enfin bon, parce que c'est des petits chefs-d'œuvre. Clouzot, le dernier des 6, enfin bon, ça habite au 21, tout ça sont des chefs-d'œuvre de ce genre. Tous les éléments du suspense sont là. Ce n'est pas une histoire de fou. C'est une histoire diabolique. Qui est là? Allô, qui est là? Répondez, nom de Dieu. Et puis il y a aussi les films télé qui sont maintenant d'excellents films, notamment les Anglais qui font des films tout à fait remarquables, ou des séries, enfin peu importe. Je trouve que les champions de l'art dramatique télévisuel, ce sont les Anglais. Et vous connaissez, c'est Cold Case, qui est pas mal fait, qui est une série, bon, bien. Est-ce que vous avez vu Meurtre en sommeil, qui est exactement le même thème? Oui, c'est exactement la même chose. Bon. Ben alors, regardez et comparez. Et vous verrez, Meurtre en sommeil, c'est anglais, l'autre, c'est américain. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. C'est une autre ambiance. C'est écrit autrement. Et Meurtre en sommeil, c'est du très bon film. Cold Case, c'est de la bonne série, quoi. Voilà, c'est l'étage au-dessous. Et vous pensez que c'est quoi? C'est l'écriture? On dit aussi souvent que les acteurs anglais sont les meilleurs acteurs du monde parce qu'ils sont formés au théâtre et que oui, ils ont une discipline. C'est bien sûr les acteurs. Je pense à cette comédienne qui a fait une série anglaise où elle est inspectrice, mais en but à toutes les méchancetés de ses copains hommes dans le même service. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien, bon, c'est Hélène Mirren. Formidable, Hélène Mirren. Mais bon, voilà. Ça, c'est une comédienne extraordinaire. Et tous les types qui sont des salauds, autour d'elle, plus ou moins d'ailleurs, bon, sont remarquables dans leur rôle de salaud. C'est formidable. Et bon, on rentre là-dedans, on est pris par l'histoire, le suspense est colossal. Bon, et on est sur des actions faites
pas énormes, mais ce que je veux dire, c'est pas des trucs gigantesques, c'est des relations humaines. Ils savent exprimer les relations humaines d'une façon formidable. Pour finir, que vous apporte le cinéma? Quand vous vous retrouvez devant un écran, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien? Pourquoi est-ce que vous continuez à manger de la pellicule, vous qui me disiez avoir une collection assez considérable? Moi, je pense que c'est le support avec le théâtre. Le théâtre et le cinéma, qui sont dans des systèmes très différents. Mais si vous arrivez pour voir une pièce, que vous êtes pris complètement par cette pièce, ou pareil pour le cinéma, vous vous évadez de vous-même, vous sortez de votre corps, vous n'êtes plus Pierre Bellemare, vous êtes une sorte d'âme, et c'est longtemps après que moi je ne peux pas tout de suite discuter de la pièce, ça ne m'intéresse pas du tout. Je l'avale complètement, je la digère totalement, et c'est pareil pour le film. Le grand film, c'est pareil. Je sors de là, j'ai pas envie d'en parler. Et je digère, voilà. Et vous rêvez? Oui, je rêve. Pierre Bellemare rêve, peut-être en musique d'ailleurs, car ce sémillant jeune homme de 86 ans n'est pas qu'un conteur hors pair, il aime aussi donner de la voix en chanson et s'apprête à sortir un album, le 2e, histoire encore de câliner nos oreilles. À suivre dans le Screen Parfait, un réalisateur qui sait tout autant nous émouvoir que nous divertir, Christian Vincent. On lui doit 4 étoiles, Les Saveurs du Palais et bien entendu son premier long métrage, La Discrète, qui, souvenez-vous, avait largement contribué à révéler au grand public Fabrice Lucchini. Eh bien, le cinéaste et l'acteur se sont retrouvés pour L'Hermine, l'histoire d'un président de cour d'assises craint et blasé que l'amour va totalement bouleverser. C'est la leçon de cinéma de la semaine. Mais avant cela, Madame Esseri nous fait traverser le petit écran pour en percer tous les secrets. Aujourd'hui, comment faire perdurer une bonne série. Cette semaine, Madame Esseri commence en douceur et en élégance avec un peu de lecture. Alors que la merveilleuse Downton Abbey vient de tirer sa révérence sur ITV devant plus de 8 millions de fans après 6 saisons, les éditions Charleston vous permettent de rester plongé dans cet univers feutré. Au long de plus de 300 pages, chaque personnage est passé au microscope et avec eux toute une époque, un style et un monde en mutation constante. L'occasion de redécouvrir la précision historique de la série de Julian Fellowes et son incroyable sens du détail. Et maintenant, changement de décor. Heroes, X-Files, Breaking Bad ou encore Hawaii Five-O ont connu une vie après la mort. Entre les remakes, les reboots, les spin-offs et autres séquelles et préquelles, il arrive régulièrement que les séries renaissent de leurs cendres, le tout étant de s'y retrouver au milieu de ce vocabulaire barbare. Pas de panique, Madame Esseri est là. Remake, réactualisation d'une ancienne gloire de la télévision. En 1968, CBS lançait Hawaii Five-O, série policière menée par le chef de l'unité spéciale de la police, Steve McGarrett, à Hawaï. Le programme resta à l'antenne pendant 12 ans, avant d'être relancé sur la même chaîne 30 ans plus tard avec un nouveau casting incarnant les mêmes personnages. Les fans ont donc pu retrouver Steve McGarrett et toute sa clique. Lou, I've watched this kid play every game this season. This is just not like him. Something's not right. Même lieu, même personnage, même genre à une autre époque. Voilà un remake dans les règles de l'art. Reboot, reprise de l'univers d'une série en racontant une nouvelle histoire. À son arrivée sur NBC en 2006, Heroes avait créé un buzz énorme. Cette galerie de personnages dotés de pouvoirs étranges et dont le destin était mystérieusement lié a connu des points d'audience à plus de 16 millions de téléspectateurs avant de voir ses chiffres chuter douloureusement jusqu'à son annulation en 2010. They're here to save us. And where are they? Huh? You see any people with powers around here? They are all gone. De toute évidence, c'est la mise en place de cet univers et la découverte de protagonistes hors normes qui avaient fasciné le public avant de les lasser. It doesn't matter how ordinary you think you are. We all have the potential to be heroes. Une bonne raison pour reprendre l'histoire dans ce même univers surnaturel, mais avec de nouvelles intrigues 5 ans plus tard, mais surtout pour l'arrêter rapidement au terme de seulement 8 épisodes. What? Surprised to see me?
Spin-off, nouvelle exploitation d'un personnage ou d'un concept d'une série. Au-delà de son héros Walter White, passé de petit prof de chimie misérable à dealer de drogue indomptable en 5 saisons, Breaking Bad présentait un autre personnage haut en couleur, son avocat Saul Goodman. Clearly his taste in women is the same as his taste in lawyers, only the very best, with just the right amount of dirt. Après l'arrêt de la série, l'acteur Bob Odenkirk est passé de rôle secondaire de luxe à tête d'affiche en bénéficiant de sa propre série, Better Call Saul. I was in that court back there, saving people's lives. Thank you for restoring my faith in the judicial system. Now you either pay the $3 or you get an additional sticker. Préquel, série racontant les événements se déroulant avant le récit original. La fascination du public pour les zombies de The Walking Dead ne s'essoufflant pas, la chaîne AMC a doublé la mise en lançant cette année le préquel Fear the Walking Dead, revenant au tout début de l'épidémie qui a fait sombrer le monde dans la terreur. What happened? Everyone was dead. There was blood. You think that's what you saw? It was a nightmare? Hallucinations? À la production, on retrouve les garants de la patte The Walking Dead, l'auteur Robert Kirkman et le maquilleur, patron des effets spéciaux et réalisateur Greg Nicotero. Séquelle, série reprenant ou continuant une histoire. 13 ans après son dernier épisode, X-Files est toujours aussi culte. Les films très moyens sortis au cinéma en 1998 et en 2001 n'ont pas suffi à satisfaire les fans toujours aussi nombreux, réclamant le retour du duo Mulder-Scully sur petit écran. Like yourself, I'm a true believer. Une prière entendue par son créateur Chris Carter, puisqu'un séquel sous forme de mini-série de 8 épisodes arrivera sur la Fox dès le 24 janvier prochain. I can't do this alone. Yeah. I'm here. David Duchovny et Gillian Anderson sont de la partie, ainsi que d'autres personnages iconiques indispensables à un bon séquel. I have seen this before. You're on fire, believing that you're onto some truth, that you can save the world. This is my life. This is everything I believe in. Mais de mémoire de sériphiles, toutes ces options ont souvent un but uniquement commercial, et on préférerait presque laisser ces séries mourir de leur belle mort. Après tout, on a tous vu ce dont un mort-vivant est capable. Pour Christian Vincent, le travail de la mise en scène, c'est créer des liens secrets, des liens invisibles entre les personnages. C'est entre un président de cour d'assises et un juré, lors d'un procès, que cette fois-ci, il organise dans l'Hermine une rencontre, celle de la nuit et de la lumière. Je déclare l'audience ouverte. C'est le président de la cour d'assises. Je vous demanderai de rester debout, s'il vous plaît, monsieur. On l'aime, on le déteste. Christian Vincent, nous sommes là pour parler de l'Hermine. Est-ce que pour présenter ce film, on peut dire que vous tournez un portrait? Ah bah oui. Et je pars de l'humain avant toute chose, quoi. C'est-à-dire qu'au départ de l'histoire, j'imagine Fabrice Lucchini en président de cour d'assises et il faut inventer une histoire à partir de ça. Donc c'est quand même le portrait de quelqu'un que je fais. Je le filme pendant 4-5 jours, à l'intérieur de son travail, dans le palais de justice, et puis dans sa vie. Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie d'un homme qui a 63 ans, qui est au bord de la retraite, qui n'est pas très aimé, ni dans son milieu familial, ni dans son milieu professionnel. Il est craint, tout ça. Qu'est-ce qui peut lui arriver à cet homme? Le but de la justice, c'est pas de faire éclater la vérité. Le but de la justice, c'est de réaffirmer les principes de la loi. Je choisis beaucoup mes sujets en fonction des lieux où je vais tourner. Et ce qui m'intéressait dans le palais de justice, c'est que c'est un des rares endroits de la société où des gens qui n'auraient jamais normalement dû se croiser se croisent. Il y a un film qui a joué un rôle important dans votre histoire, au point de stimuler votre vocation, c'est La règle du jeu de Jean Renoir. Comment le cinéma de Jean Renoir vous a permis de faire passer votre propos à travers la mise en scène? C'est marrant que vous me disiez ça parce que j'ai parlé du film à l'actrice danoise qui ne l'avait jamais vu. Elle me posait beaucoup de questions et je lui avais dit mais il faut absolument que tu vois la règle du jeu parce qu'il y a un personnage qui pourrait t'inspirer, c'est le personnage de Nora Gregor.
Elle vient d'ailleurs, elle vient d'Autriche. Elle a épousé un homme riche. Et elle a des manières qui ne sont pas celles des femmes françaises. C'est-à-dire qu'elle peut tenir la main d'un homme, etc. Il y a cet aviateur qui prend ça pour une marque d'amour, alors que c'est simplement une marque de politesse. Et il arrive un peu dans l'Hermine la même chose. C'est-à-dire que quelques années auparavant, le président Racine, donc Fabrice Lucchini, a eu un accident grave. C'est son médecin, c'est elle qui l'a réanimé. Peut-être lui a-t-elle pris la main, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a pris ça pour une marque d'amour et il est tombé amoureux d'elle. Mais je l'avais invité à voir la règle du jeu. Ça l'a peut-être aidé, parce que je crois qu'elle a vu le film et ça l'a peut-être aidé. Quand vous arrivez sur votre plateau, la cour d'assises notamment, est-ce que vous arrivez avec un découpage préétabli? Pas tellement. Non, pas tellement. Enfin, quand on est dans un tribunal, c'est un petit peu différent parce que les places, elles sont attribuées. Il y a très peu de mouvements. Quand il s'agit de tourner des extérieurs, dans des décors, que ce soit des maisons, des appartements, des déplacements, etc., là, je ne pense pas le découpage à l'avance. Enfin, c'est quelque chose qui s'élabore dans le courant de la journée. Il y a une mise en place avec les acteurs et puis le découpage, il vient après. Je parle de découpage, Christian Vincent, parce qu'on continue de faire connaissance avec vous. Vous êtes diplômé de l'IDEC, cette prestigieuse école de cinéma française. Et après l'IDEC, vous êtes assistant monteur, notamment sur les films de Max Pécasse. Ouais. La question, c'est est-ce que le montage est une écriture ou le montage est une validation de ce qui a été tourné? L'épisode du montage, c'est vraiment la période, c'est la partie de la fabrication d'un film la plus douloureuse, parce qu'on est sans arrêt mesuré à l'écart qui existe entre le film qu'on a rêvé et le film qu'on va montrer aux amis. Donc là, cet écart, parfois, il est très grand et parfois, il est très court. Et parfois, même, des fois, dans certains cas de figure, là, c'est formidable, c'est mieux que ce qui était écrit. Dans l'Hermine, il y a des scènes que je voulais extraordinairement vivantes. Je ne pouvais pas les écrire telles qu'elles sont dans le film. J'aurais pas pu. Moi, si je n'ai pas été tiré au sort, je saurais quand même rester. Rien que pour comprendre comment on peut en arriver à tuer un bébé de 7 mois en lui donnant des coups de pied. J'aimerais bien. Mais qui c'est qui vous dit qu'il l'a tué? Dans le cadre de vos études, vous tournez plusieurs courts-métrages, dont Il ne faut jurer de rien, 1983. Et à la distribution, il y a déjà Fabrice Lucchini, que vous retrouvez en 1990 pour La Discrète. Qu'est-ce qui a évolué dans son jeu au cours de toutes ces années? Pas grand-chose. Je retrouve le même Fabrice, la même décontraction, la même absence, entre guillemets, de travail, le même respect, parce qu'il est très respectueux des gens qui travaillent. Il reste à sa place. Il n'essaie jamais de se mettre à la place du metteur en scène. C'est pas du tout un metteur en scène frustré, comme certains acteurs. Mais il a acquis de la technique tout au long de ces années. Comment elle transpire dans son travail? C'est moins de la technique qu'une certaine forme de sobriété. Il tente désespérément à la sobriété. Il dit toujours, moi, ce que je veux, c'est arriver à être normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, tout va bien. Comment se poser des questions? Ah ben heureusement que vous vous posez des questions. Qui s'en poserait pas? Il y a un élément chromatique dominant dans ce film, c'est le rouge. Oui. Le rouge de la robe du président, le rouge de l'écharpe, le rouge du manteau de la jurée. Quelle est la signification de ce rouge? Alors ça, ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ce sont des choses qui s'imposent à moi. Vous savez, quand on écrit, quand on imagine une histoire, il y a des choses qui vous viennent d'on ne sait où. C'est un type très, très gris, hein, Michel Racine. C'est un type extrêmement gris. Il brille quand il est habillé, hein, mais le reste du temps, dans sa vie de tous les jours, on ne le remarque pas. Je n'ai jamais su m'habiller. Alors cette écharpe, c'est une manière de m'éviter tout effort vestimentaire. Ben oui, c'est elle qu'on regarde, c'est pas moi. Pendant toute la première partie de la scène, le dialogue, c'est badin. On ne parle pas de choses très importantes, etc. C'est le moment où il lui parle de son travail. Lui dit qu'il coupe avec la réalité quand il sort du tribunal, etc., qu'il ne pense plus à l'affaire, qu'il se protège. Et elle est différente de lui. Et j'ai éprouvé le besoin à ce moment-là, quand elle dit bah oui, mais moi, mes patients, j'y pense tout le temps. Je m'approche d'elle parce qu'elle dit quelque chose d'important à ce moment-là. Parce que vous pensez encore à vos malades après le travail? Ah oui. Toujours. Et si je n'y pense pas, on y pense pour moi, l'hôpital m'appelle.
C'est une manière de souligner hein, les valeurs de plan. Et puis c'est une manière de lui de le renvoyer presque à sa, on va dire, à sa médiocrité. Quand j'ai commencé à faire des films, je faisais des chants contre chants sans amorce, et maintenant je fais systématiquement avec amorce. Alors c'est peut-être parce que je tourne dans un format qui est de plus en plus rectangulaire, parce que là on tourne en scope. C'est aussi pour occuper l'espace, et puis c'est pour qu'on ait la personne à qui l'on s'adresse toujours présente à l'image, pour pas la perdre. Pourquoi ça vous gêne? J'ai fait un truc sur ces scènes-là. C'est-à-dire que on a répété, on a tourné une fois ou deux, etc. Puis je leur ai dit, je sais pas, il y a un truc qui cloche, il me manque quelque chose. Et j'ai proposé à l'un et à l'autre de passer du vouvoiement au tutoiement, ce qui n'était pas écrit dans la scène. Et ils m'ont regardé en me disant, attends, mais c'est pas possible, on va pas faire ça, etc. Enfin, j'ai dit, si, on insiste. Et j'ai tenu à ce que ce soit dite elle qui tutoie la première, etc. Mais ça vient en toute fin de scène. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ma lettre? C'est difficile pour moi de... Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Que je te manquais, je crois. Que je te manquais beaucoup. À ce moment-là, le spectateur se dit, mais c'est l'intime qui rentre dans la scène d'une manière absolument brutale, inattendue. Et chacun se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Pourquoi filmez-vous? Pour montrer mon pays. Ce ciné-série et compagnie s'achève, mais pas sans nos bons conseils d'amis. Deux films pour vous mettre du baume au cœur. Les Suffragettes avec Meryl Streep, Helena Bonham Carter et Carey Mulligan. Poignant récit sur le combat des Anglaises pour le droit de vote. Et dans un tout autre style, le dernier Judd Apatow, Crazy Amy. Amy comme Amy Schumer. Vous la connaissez? C'est cette humoriste américaine, célèbre pour ses impertinences et son côté rentre-dedans. Et ça fait un bien fou. Sur ces bonnes paroles, à la semaine prochaine.